Les forêts occupent 45% de la surface de la Réunion. On les trouve essentiellement dans les espaces montagneux du centre de l'île, sur la zone du parc national. Un territoire inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2010 grâce à sa biodiversité exceptionnelle. Des zones parfois difficiles d'accès dans lesquelles nous vous proposons de nous enfoncer. Sur la commune de Saint-Pierre, à 1700 mètres d'altitude, la forêt des Hauts de Montvert domine la rivière des Remparts et ses gorges. Un paysage à couper le souffle. C'est ici que travaille Herman Thomas. Passionné par les arbres, il est l'un des plus fervents défenseurs de la forêt réunionnaise. Aujourd'hui, on a un parc national, on a le classement patrimoine mondial, donc les gens maintenant savent qu'il y a quelque chose d'exceptionnel à La Réunion. Maintenant, il faut le partager. Quand j'étais au collège, on nous avait demandé de faire une rédaction sur quelque chose qui vous a marqué pendant vos vacances. Et là, j'avais fait la rencontre d'Annie de Papang, et donc je l'ai relaté. C'était la meilleure rédaction. On m'a demandé de raconter tout ça devant l'ensemble de mes camarades. Et c'est là que je me suis rendu compte que même nous, Réunionnais, on ne connaissait même pas le papang. Alors que le papang, c'est un oiseau qui est endémique de la Réunion. Et peut-être que c'est là un petit peu le déclic qui fait qu'aujourd'hui, je suis animé de cette envie de découvrir et de partager ce qui nous entoure, qui n'existe qu'à La Réunion. Herman est spécialisé en écologie tropicale et travaille à l'entretien et la valorisation de cette forêt. Avec son collègue, il souhaite faire un état des lieux de la végétation 3 semaines après le passage du dernier cyclone. Batsirai s'est abattu sur la Réunion au début du mois de février 2022. Avec des rafales de près de 150 km/h, les dégâts ont été considérables. Là, on voit bien que ça a été déraciné. Il n'y a pas de racines profondes, épaisses, suffisamment structurantes pour retenir l'arbre et empêcher la chute. En fait, toute la motte est partie. Il n'est pas ancré. Voilà, il n'est pas ancré. Donc, ils ne sont pas du tout adaptés à ce genre de pas phénomène. au cyclone, en tout cas. Bah oui, voilà. Pas au cyclone. C'est une espèce qui a été introduite, qui vient du Japon, le Cryptomeria. Et donc là, c'est de la forêt cultivée et qui a subi l'impact direct du vent du cyclone. Et pourtant, d'apparence, quand on le regarde comme ça, l'arbre paraît robuste. Oui, tu vois. Mais justement, en fait, c'est quand il pousse tout droit très vite, donc il est très fragile parce qu'il n'a pas la matière pour pouvoir résister. Et puis, c'est une forêt monospécifique, c'est-à-dire qu'on va retrouver qu'une seule espèce. Et donc, il n'a pas d'autres congénères, d'autres espèces pour pouvoir se protéger. Tiens, voilà. Là, il y a une espèce endémique, les mascareignes, qu'on appelle le bois maigre. Bon, il manque des feuilles, Oui, ça c'est normal. Mais il n'a pas, sa charpente n'est pas cassée, il n'y a pas de casse. Comment il est tensadé, il est structuré en fait pour affronter les vents. Et même dans sa structure, dans la structure de son bois même, bois très dur. Il est beaucoup plus dur, beaucoup plus dur. Je pense que d'ici 1 mois, on va commencer à voir les premiers bourgeons qui vont ressortir. Il va commencer ensuite à produire des fleurs, des fruits, et donc il va commencer à se remettre en état, il va préparer sa descendance pour la suite. Et c'est ça le phénomène de résilience. Les 2 hommes se dirigent ensuite vers une autre partie de la forêt de Montvert, composée majoritairement d'espèces endémiques. On est sur un des sommets les plus hauts des Mascareignes. 3077 mètres, le piton des neiges. Tous les vents qui ont ramené les graines
d'ailleurs, ils ont trouvé ici un bon terrain d'atterrissage. Et donc, ils se sont installés, ces espèces qui viennent d'ailleurs. Et petit à petit, ils ont trouvé les éléments nécessaires, ils ont changé de couleur, etc. Ce qu'on appelle l'évolution, hein, ils ont muté. Et donc, ce sont devenus des espèces à part entière et des espèces qu'on va retrouver qu'à La Réunion. L'évolution a fait que ils ont développé des stratégies pour s'adapter. Et ici, si tu touches là, il y a des poils, ça lui permet d'une résistance au froid, ça lui permet aussi de capter l'humidité. Et lorsque le brouillard viendra toucher cette feuille-là, elle va au fur et à mesure se coaguler et donc précipiter à un moment donné, couler sur la plante. Et donc ça va permettre de capter l'eau qui, à l'origine, devait rester en suspension dans l'air. Après leurs premières observations, les deux hommes sont rassurés. La canopée est relativement en bon état. Hein. Ben oui, oui. Bon, après, à l'intérieur, c'est un peu dégagé. Voilà. Bon, le vent s'est engouffré, mais... Même, par exemple, les feuilles, grosso modo, les dégâts ne sont pas énormes. On voit bien que la forêt, elle a résisté au vent. Très rapidement, tu vois, on arrive à toucher, à sentir, à voir ces espèces-là qui n'existent nulle part ailleurs. Ici, on a ce qu'on appelle le bois de Laurent Martin. Tu peux faire le tour du monde. C'est que à La Réunion tu trouveras ça. Donc on en est fiers, il faut être fier. C'est ça. Ah non, c'est la notion de patrimoine. Tiens, là il y a encore une autre espèce, ce qu'on appelle les maos, le mao rouge. Et en fait, on utilisait le bois à l'époque pour faire les mâts de bateau. Donc mao. Donc ici, on a encore une autre espèce sur ce temps rouge-là. Ça ruisselle le long du tronc. Et là, tu as des mousses. Et dans les mousses, on retrouve ici une petite orchidée. En fait, elle va profiter de l'eau qui est piégée ici par les mousses. Elle va s'installer et puis elle va commencer à pousser. Dans un écosystème, on a un micro-écosystème. Et dans le micro-écosystème, on a encore un petit écosystème. Nous, les naturalistes, on a des petits instruments. C'est ça. Et ça nous permet de voir l'infiniment petit. C'est une petite loupe de poche. Les mini-racines s'incrustent et s'ancrent sur l'écorce. Nous, souvent, on se laisse impressionner par ce qui est rare ou par ce qui est forcément beau, mais il y a des choses qui sont de l'ordre de l'invisible et qui sont pour autant remarquables. Mais il faut se pencher et regarder de près et aller dans l'infiniment petit pour essayer de percer le mystère. Ce qui requiert du temps, de la méthode et de l'amour. Là, il y a des fruits. Ils ne sont pas encore matures, ils sont encore verts, ils vont grossir. Si je ne reviens pas en forêt au moins une fois par semaine, eh ben, je tombe malade. Je tombe malade. Hein. Tellement ça me manque. Quand j'ai un coup de moins bien, quand j'ai un coup de stress ou il y a quelque chose qui ne va pas, ben je viens en forêt pour me ressourcer. Donc là, quelquefois, je m'assois et le fait de se poser, on est presque en méditation. Moi, la forêt, elle m'apporte énormément d'enseignements, elle m'inspire, les arbres m'inspirent. C'est un cadeau et je le prends. En plus de son activité professionnelle, Herman fait partie de la commission Pied de Bois. Cela veut dire arbre en créole. Cette instance est chargée de faire un inventaire de tous les arbres remarquables de la Réunion. Aujourd'hui, Herman a rendez-vous dans la ville de Saint-Paul, à l'ouest de l'île. Il retrouve un autre passionné d'arbres qui souhaite lui montrer des spécimens hors du commun, situés près des vestiges d'habitation du XVIIe siècle. Regarde, tu vois encore la trace soubassement. Oui. C'est un espace remarquable. Oui, il est chargé d'histoire. Chargé d'histoire, c'est ça. Et lui-même, l'espace entier, il mérite d'être classé aux arbres remarquables de France. D'accord. C'est des arbres, des manguiers qui en a minimum 250 ans, 300 ans facile. C'est des pieds de bois qui donnent encore plein de fruits, regarde par Oui. Voilà la variété de mangue là que les là. Là, regarde ça. On voit encore, on en a Johnny Mangue là, parmi les premières variétés. Là, a été ramené à La Réunion et on retrouve dans le fond de la pays. D'accord. Okay. Regarde ça. Ah ouais, celui-là est beau, hein. C'est pas le plus gros. Oui, mais il a déjà une bonne... Il est déjà imposant, hein. Ah oui. L'aspect envergure, regarde ça.
Quand on regarde dessus, l'île est tout simplement exceptionnelle. Ah, c'est clair. Et regarde ça. Regarde ça, Herman. Ah oui. Tu vois, on a presque envie de monter dedans. Ben oui, vas-y. Il est exceptionnel, ce pied de bois. Ah. Il est énorme. Et là, on est juste en bas. On n'a pas fait 2 mètres, tu vois. Pour accueillir les mangues là-dessus, il faut être de bons acrobates, quoi. Et il y a des gens, ils savent chercher tout en haut. Ces manguiers, on a toutes les caractéristiques pour être classé arbre remarquable de France, s'il y a une demande qui est faite. Herman est convaincu de l'aspect unique de ces manguiers. Il va les signaler à la commission Pied de Bois. Des arbres remarquables, il n'y en a pas qu'en forêt. On en trouve aussi en pleine ville, comme ici, dans la cité voisine du port. Ce banyan a concouru pour le prix du plus bel arbre de France en 2015. Cet arbre-là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas si vieux que ça. Ce pied de bois-là n'est pas si vieux que ça. Il date des années 70. Alors, il serait beaucoup plus grand que ça s'il n'avait pas la route. Ah oui. Mais regarde tous les racines qui tombent et qui repartent, qui tombent et qui repartent, qui tombent et qui repartent. En fait, on a l'impression que le banyan, il avance, il marche. Avec ses racines-là, il avance petit à petit, il fait sa vie. Et puis, en fait, ça reste magique, hein. Dans le passé, les gamins, ils venaient là, ils prenaient les racines, ils montaient, ils descendaient, ils faisaient balançoire avec. Et justement, avec la route autour, bon, les gens viennent à moins dessous, jouaient dessous, mais c'est un air de jeu pour les gamins quand on n'avait pas de jeu encore. D'autres arbres moins imposants méritent aussi le détour. Comme ici, dans le petit village de Dodane, où Fabrice a remarqué un spécimen unique. Le bois de fer blanc, c'est un vestige de la forêt originelle de Dodane, où il reste quasiment plus d'arbres naturels, d'arbres originels, là, dans Dodane, si on ne part pas dans la forêt. C'est toute une symbolique, en fait, parce que les bois de fer étaient utilisés pour construire les maisons. Son bois, il est très dur. En fait, son nom scientifique le dit, hein, Sideroxylon majus. Sideroxylon, c'est le fer, hein, la sidérurgie. Et donc, du coup, tout a été coupé. Tout a été coupé pour faire des planches, pour faire des poteaux. Et c'est vraiment le seul que l'a pu être sauvé. Et sauvé aussi parce que le propriétaire que est à côté, il fait très attention à ça. Mon tonton est né en 1920. Il a dit, moi, il a vu ce pied de bois de fer là, ici. Comme ça même. Comme ça même. Enfin, un petit peu plus petit, beaucoup plus petit, mais il y a vu là. Il ne paye pas de mine. C'est pas le plus gros bois de fer de la Réunion, Herman. Oui. Non. C'est loin d'être. Mais c'est ce que dit, les remarquables, du point de vue, le fait que il est juste à côté. C'est ça. Des habitations. Et puis, on en a quelqu'un qu'il est là et qui protège. Fabrice ramasse quelques graines de bois de fer pour les replanter et perpétuer l'espèce. Et en fait, il faut nettoyer, planter quand c'est vert. Quand c'est sec comme ça, c'est trop tard. Déjà sur la route, au niveau de l'arrêt de bus qui est juste à côté, on pourrait mettre une plaque. On pourrait mettre une plaque en expliquant tout l'intérêt de l'arbre, qu'est-ce que c'est, sa rareté, parce que c'est rare maintenant ici à Dodane, mais c'est vraiment la symbolique, c'est une résistance. C'est la résistance de la forêt qui est là, en fait. À l'autre bout de l'île, sur la commune de Saint-Philippe, Herman rejoint le pionnier de l'agroforesterie à La Réunion. En mêlant les plantations aux arbres, Patrick Fontaine a transformé son domaine en un véritable jardin d'Éden. Là, on est sur le massif du Piton de la Fournaise, très riche en minéraux. Et donc là, la particularité, c'est qu'on a un sol riche en minéraux, et puis on a une autre valeur, l'or blanc, à savoir l'eau, et tout ça va être entraîné. Il y aura de l'érosion, tous les sels minéraux vont être diffusés, et ça donne un sol et une qualité de sol riche pour la croissance des végétaux. Cette forêt protège mes productions. Ça veut dire, quand on a des problèmes de sécheresse très sévères, c'est des coupe-vents, garde de l'humidité. Et aux périphéries de ces forêts, il y a ces amas de feuilles qui aussi enrichissent les sols. Pour la cardamome, par exemple, et on voit aussi pour la vanille, ainsi de suite. Et pour nous, cette forêt, c'est un sanctuaire, mais ce sanctuaire nous protège et protège nos cultures aussi.
Le propriétaire pratique une culture peu commune, celle de la vanille en milieu naturel. Herman aimerait découvrir ce savoir-faire. On a mis une bouture de vanille là, il y a quoi? Il y a 1 an à peu près, là sur un petit natte. Et là on voit une liane là qui trace vers le haut, qui s'y plaît. Toute l'humidité, toute l'eau qui est captée par les feuilles, les branches, vont percoler le long de l'arbre et va porter la nourriture pour la liane. Donc ça va donner un certain écosystème au pied. Et donc là, il aura tous les éléments pour pouvoir pousser. Là tu vois, à partir de ça, là on prélève une bouture. Nous on la coupe ici. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève tous les petits racines qui sont dessus comme ça. On prépare la liane avant de la planter. Et ce sont que des racines ventouses en fait qu'on enlève là. Les racines nourricières, elles vont toujours à la verticale et non à l'horizontale. À partir d'une tige de cardamome, je peux faire de la ficelle et faire une attache. On va prendre là et on va attacher la vanille avec ça. Bien. Voilà, comme je te disais. Voilà, on va mettre cette partie-là, effectivement, c'est bien ça. C'est mis au sol. On met un petit peu de paille au-dessus. Ici, c'est humide, il n'y a pas de problème. Et ça va sortir ses racines à ce moment-là, ici. Et là, je vais l'attacher sur ce qu'il y a de plus petit ici. D'accord. Ensuite, elle va grimper, bien sûr, sur la tige principale. Dans à peu près, on va dire, un petit mois, elle va sortir un bourgeon. Et elle va monter sur l'arbre. Et à chaque fois, 2 à 3 fois par an, on doit la rabattre, mettre à hauteur d'homme pour pouvoir polliniser les fleurs. Généralement, 3-4 ans après, on a des pieds de vanille où on peut déjà ramasser des gousses de vanille, par exemple. C'est une plante qui a été introduite sur l'île, mais à trouver un sol et à trouver des gens et qui a donné une qualité et un terroir. C'est tout l'amour qu'on y met aussi, hein, qu'on y met. Et puis on respecte le cycle de vie de la plante. C'est-à-dire on n'est pas là en train de booster parce que ben voilà, on est pris par le temps, là il faut que tu produises, etc. On laisse le temps à l'espèce, à la nature de faire son cycle. Bon, ça sent là comme c'est encore vert. Mais quand les mûrs, il devient jaune et après marron, hein, c'est ça? Marron, c'est bien ça. Et la gousse après ça s'ouvre et c'est les graines à l'intérieur que tu récupères. Effectivement. Là, on va ramasser 200 grammes par pied. Et quand on fait du plein champ, c'est à peu près, on va dire, 500 grammes, 600 grammes par pied. Par contre, ça va durer 20 ans. Ah oui. Et alors que le plein champ va durer peut-être 10 ans. Et il y a une grande différence. Et là, c'est beaucoup plus durable, bien sûr. Voilà. Ah oui. Ce genre de forêt-là, dès que l'homme est arrivé, il s'est l'a très vite utilisé et a complètement détruit une grosse partie. Aujourd'hui, de cette qualité, de cette richesse-là, il ne doit pas rester énormément. Et il participe ainsi à préserver ces lambeaux de forêt de basse altitude qui sont uniques au monde. C'est pas seulement de le dire, ah ça existe que sur l'île de la Réunion, c'est génial. Mais on a aussi ô combien cette responsabilité de les préserver, effectivement, qui font partie intégrante du patrimoine mondial. Et c'est la diversité véritablement qui va nous sauver. Et si on en arrive à préserver cette diversité, on arrive à se préserver soi. Regarde là-dedans, ça c'est le sol. Sans ça, tu vois, sans ce sol-là. Ah ouais. Mais en sentant bien sûr une terre, on sait que la terre elle est saine. On sait qu'elle est riche. Ah oui. Là-dedans, on peut retrouver des vers de terre, on peut trouver des petits escargots, des petites araignées. C'est invisible. On marche dessus, on se rend même plus compte. C'est ça. Mais ça vit à l'intérieur. Hein. Bon, ben c'est magnifique. Hein. Préserve. Hein. On a besoin de ce recyclage perpétuel. Il ne faut pas que ça soit figé. Il faut que ça continue. La vie, ça continue, quoi. À côté de sa forêt d'endémique, Patrick cultive un verger d'espèces rares. Il veut faire découvrir à Herman un fruit originaire d'Amérique centrale, le mamey sapote. C'est un fruit que tu manges le matin, tu peux tenir la journée avec. Ah oui, c'est le fruit vraiment sucré. Ah oui. Ça peut faire 1 kilo le fruit. Hein. Hop. Là, il faut laisser mûrir à peu près 2 à 3 semaines. Bon, ça va flétrir un peu, c'est bizarre hein, le fruit, hein, mais c'est super. Ok. Le mamey sapote, je le connaissais pas, donc ce sera une première. Tu vois ? Ça, c'est des arbres exceptionnels.
Ça, des arbres comme ça te rebooste d'énergie. Il peut y avoir des arbres qui ont facilement 400 ans, des espèces indigènes. Et l'arrivée de l'homme ici doit dater d'environ 300 ans. Ça veut dire ce jardin à peu près 300 ans. C'est des témoins d'une histoire, c'est des arbres, c'est des êtres vivants. Et donc quand ils disparaissent, c'est un pan de vie qui disparaît. Mais l'idée, c'est que, en fait, ils vont mourir, ils vont donner des arbres morts, les arbres morts vont redonner de la vie, et voilà, le cycle recommence. À l'ouest de Saint-Philippe, dans la forêt de tamarin du Piton Ravine Blanche, Herman a rendez-vous avec une des bénévoles de la commission Pied de Bois. Elle recense les arbres qu'elle trouve remarquables et les soumet pour labellisation. Donc là, on arrive devant un tamarin qui est assez particulier. Ouais. Moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, tiens, t'es étonnant, toi, quand même. Ce qui est particulier, c'est qu'il y a un petit jardin là, un petit écosystème qui s'est créé. Ouais. Avec des fougères, des orchidées éventuellement. Donc lui supporte une petite forêt miniature sur lui. C'est étonnant. C'est étonnant. Hein. Alors moi, je trouve cet arbre magnifique. Du coup, on va prendre ses mesures. Voilà, je prends la partie et puis on va voir un petit peu le houppier, combien il fait. Il est au bout là? Oui, il est au bout. Donc ça fait 22 mètres. 22 mètres 28, c'est pas mal, hein? Le tronc, unique, multiple. Donc c'est un tronc unique. Le tronc, il n'est pas creux à première vue. Donc la circonférence. On fait ça comme ça. Alors? De 38. Voilà. L'état sanitaire, il est en bon état. Oui. Même après le passage du cyclone. Qu'est-ce qui le caractérise comme étant remarquable? Moi, je dirais, son âge, il est quand même centenaire. Oui. Donc moi, je dirais l'âge. Ensuite, je dirais les dimensions, parce qu'avec les 22 mètres de houppier, c'est quand même pas négligeable. Il a une forme qui est un peu singulière quand même. Donc c'est pour ça que je trouve quand même un peu remarquable par cette forme. Mais il ne nous reste plus qu'à mesurer la hauteur de l'arbre. Donc on a une technique particulière pour mesurer la hauteur de l'arbre. Cette technique, c'est la technique de la croix du bûcheron. Il faut que l'arbre entier entre dans la hauteur du stylo. Donc là, on n'y est pas du tout. Du coup, je vais reculer. Et je vais bien reculer. Voilà. Donc là, j'ai la base de l'arbre et j'ai la cime de l'arbre qui rentre parfaitement dans la longueur du stylo qui est verticale. Je vois que cet arbre a la hauteur qui correspond à la distance entre la marque que je fais et puis l'arbre en fait. 16 mètres. Donc là, il faut tendre le décamètre au maximum pour éviter d'avoir des... Donc là, je suis à 17 mètres 25. On passe à côté d'arbres, et si on ne prend pas le temps de se poser, on ne se rend même pas compte qu'est-ce qu'il recèle comme trésor, ou qu'est-ce qu'il nous révèle. Hein. Oui, et là, le valoriser et l'intégrer dans l'inventaire, c'est intéressant. Leur travail terminé, Herman et Florence veulent profiter pleinement de cette forêt qui s'adresse à tous leurs sens. Prendre un temps pour soi dans la forêt, c'est vraiment arrêter toutes les activités mentales en fait et se reconnecter à nos 5 sens et se dire stop, je suis ici et maintenant et je suis entourée de la nature. Voilà, par exemple, lui, il bouge pas, mais il est vivant, il respire, il inspire du CO2, il expire de l'oxygène, il grandit, il se reproduit, il meurt, comme nous. Sauf qu'il est immobile et puis il parle pas. Il parle. Il n'a pas la parole. Oui, c'est ça. Il n'a pas la parole. Mais si on est capable de se connecter à cet arbre différemment, on va apprendre que, effectivement, il nous parle, mais avec des perceptions différentes, en fait. C'est ça. Cette forêt, c'est les tamarins. Et je trouve ces arbres qui sont endémiques de La Réunion, donc pour moi, c'est l'emblème de La Réunion. Ils sont majestueux et puis ils inspirent le calme, la sérénité. Et tout de suite, moi, ça m'apaise quand je suis auprès d'eux.
ça vide. Donc la route qu'on a fait ce matin, les gaz d'échappement qu'on a respirés, etc. Et là, tout d'un coup, tout ça, c'est parti. Et là, on profite. Voilà. Ça me permet aussi de redécouvrir un endroit que je connaissais, mais d'une autre manière. Et à l'époque, j'étais venu pour le travail. Là, c'est un autre rythme. On se déconnecte du matériel, du monde matériel. Par contre, on se connecte à l'essence même, à la vie, quoi. Herman et ses collègues œuvrent avec passion pour que les arbres de l'île reçoivent toute l'attention qu'ils méritent. Car au même titre que les volcans ou les plages, les forêts font partie intégrante de l'identité de la Réunion.